pendant que j'étais en voyage d'affaires, mes parents ont vendu la voiture de sport de mes rêves pour financer la virée de luxe de ma sœur. Quand je suis revenu, ma mère s'est moquée, grâce à ta voiture, notre fille s'amuse comme jamais. J'ai ri entre mes dents et elle a répliqué, qu'est-ce qui est si drôle? Son sourire a disparu quand je lui ai dit. Parce que la voiture que vous avez vendue était. Je m'appelle Vanessa, j'ai 28 ans et les voitures classiques sont mon obsession depuis l'enfance. J'ai travaillé 70 heures par semaine pendant 5 ans d'affilée pour enfin acheter la voiture de mes rêves, une magnifique Corvette Stingray de 1969. Ma famille m'a toujours soutenu, mais parfois, ils dépassent les limites sans réfléchir. Je n'aurais jamais imaginé qu'en revenant de mon voyage d'affaires, je découvrirais que ma possession la plus précieuse avait disparu. Quand j'ai demandé où était ma voiture, ma mère a répondu avec mépris. Grâce à ta voiture, notre fille s'amuse comme jamais. J'ai laissé échapper un petit rire et elle a craché, qu'est-ce qui est si drôle? Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ça. Cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous avez déjà eu de la famille qui pense que vos affaires leur appartiennent pour en faire ce qu'ils veulent. Croyez-moi, vous voudrez voir comment tout ça s'est déroulé. Mon histoire d'amour avec les voitures classiques a commencé quand je n'avais que 7 ans. Chaque samedi matin, mon grand-père venait me chercher dans sa vieille camionnette bruyante et m'emmenait dans son garage, où il restaurait des voitures anciennes. Ces matinées étaient sacrées pour moi. Alors que les autres enfants regardaient des dessins animés, moi j'apprenais à changer l'huile, remplacer des bougies et reconnaître des pièces de moteur. Ney, disait mon grand-père en utilisant son surnom spécial pour moi. Les voitures ne sont pas juste des machines, elles ont une personnalité, une âme. Je l'ai cru totalement, surtout quand il m'a montré sa possession la plus précieuse, une Corvette Stingray de 1969 rouge rallye. Les courbes de cette voiture, le ronronnement de son moteur, la façon dont la lumière dansait sur sa surface polie, c'était de la magie pure pour moi. Un jour, me suis-je murmuré la première fois que je l'ai vue. J'en aurai une exactement comme celle-là. C'était une promesse que je me suis faite ce jour-là, une promesse qui allait façonner mon futur d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes parents, Robert et Diana, n'ont jamais vraiment compris mon intérêt féminin pour les voitures. Pourquoi tu ne peux pas t'intéresser au balai ou à la peinture, soupirait ma mère chaque fois que je rentrais à la maison avec de la graisse sous les ongles. Mon père secouait juste la tête, mélange de confusion et de légère déception. Leur réaction envers ma sœur Jeter était totalement différente. 4 ans plus jeune que moi, Jeter était tout ce que je n'étais pas à leurs yeux, délicate, traditionnellement féminine et intéressée par toutes les bonnes choses. Quand elle a voulu prendre des cours de danse à 6 ans, mes parents l'ont immédiatement inscrite dans l'école la plus chère de la ville. Quand j'ai demandé des cours de mécanique à 12 ans, ma mère a soufflé que nous ne pouvions pas nous permettre d'activités extrascolaires cette année-là. Ce schéma a continué pendant toute notre enfance. Jeter recevait des vêtements de marque. Moi, je portais des vêtements usés. Jeter a eu une grande fête de Sweet 16 avec 50 invités. Moi, j'ai eu un gâteau et une carte. Jeter a reçu une voiture neuve pour sa remise de diplôme. Moi, j'ai eu des dispenses de frais de dossier pour l'université et un sermon sur les prêts étudiants. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma sœur. Ce n'était pas sa faute, mais la différence de traitement était impossible à ignorer. Je suis parti à l'université déterminé à tracer mon propre chemin. J'ai eu 3 emplois tout en gardant une moyenne de 4.0 en finance. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une prestigieuse banque d'investissement à Chicago. Les horaires étaient brutaux, mais la rémunération valait le coup. Je vivais de façon frugale, partageant un appartement avec 2 colocataires et en apportant mon déjeuner tous les jours. Chaque dollar en plus allait sur mon compte épargne, réservé à un but précis, la voiture de mes rêves. Alors que mes collègues dépensaient dans des vêtements de luxe et des vacances exotiques, je gardais mes yeux fixés sur mon objectif. 5 ans de semaine de plus de 70 heures de travail, avec très peu de vie sociale et une discipline d'épargne stricte. Et enfin, après des années à chercher sur des forums et des sites de vente aux enchères, je l'ai trouvé. Un Corvette Stingray de 1969 rouge rallye, exactement comme celui de mon grand-père. Le propriétaire était un collectionneur du Wisconsin qui réduisait sa collection. Le prix, $5000 chaque centime que j'avais économisé. Le jour où j'ai conduit cette voiture chez moi a été l'un des plus émouvants de ma vie. Mon grand-père était décédé 2 ans plus tôt, mais j'ai senti sa présence à mes côtés sur le siège passager en roulant sur l'autoroute. Bon, on a réussi, papy,
ai-je murmuré avec des larmes coulant sur mon visage. Cette voiture représentait plus qu'un simple achat pour moi. C'était la preuve de mon travail acharné, de mon indépendance et, surtout, un lien avec l'homme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Mon petit ami, James, comprenait cela parfaitement. On s'était rencontrés lors d'une exposition de voitures classiques, 6 mois après que j'ai acheté la Corvette. Il possédait une réplique du Stingray 1969, un fait qui nous a immédiatement donné un sujet de conversation. Contrairement à ma famille, James comprenait. Il comprenait pourquoi je préférais passer un samedi après-midi à changer mon huile plutôt qu'à faire du shopping au centre commercial. Il respectait la valeur sentimentale de ma voiture et partageait ma passion pour la préservation de l'histoire automobile. Pendant 2 ans, cette voiture a été ma fierté et ma joie. Je la bichonnais, je la conduisais seulement par beau temps et je la rangeais soigneusement pendant les rudes hivers de Chicago. Pas une seule fois je n'ai imaginé que la plus grande menace pour ma bien-aimée Corvette ne viendrait pas du climat ou des voleurs, mais de ma propre famille. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Ma patronne, Véronica, me voulait dans son bureau immédiatement. Alors que je marchais dans le long couloir menant à son bureau d'angle, mon esprit imaginait différents scénarios. La plupart étaient négatifs. On allait me virer. J'avais fait une erreur dans le compte Henderson. Vanessa, dit Véronica quand j'entrai, son expression illisible. Comment est ton japonais? J'ai cligné des yeux, surprise. Conversationnel au mieux. J'ai pris 3 ans de cours à l'université. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite. Suffisant. J'ai besoin de toi à Tokyo. Patterson Financial cherche à élargir son portefeuille asiatique et a demandé spécifiquement quelqu'un qui comprend à la fois la culture d'affaires américaine et japonaise. C'était énorme. Patterson Financial était un client potentiel qui valait des millions pour notre firme. Le décrocher signifierait des primes, des promotions et un vrai bond en avant dans ma carrière. Les associés principaux et moi sommes d'accord pour dire que tu es la meilleure personne pour ça. Tu dirigeras l'équipe de présentation à Tokyo. Je suis resté sans voix. Il me mettait au-dessus de collègues ayant des décennies d'expérience en plus que moi. C'était l'opportunité de ma vie. C'est un voyage de 3 semaines, continua Véronica. Tu pars vendredi. Mon assistante t'enverra les détails par mail. 3 semaines loin de chez moi, c'était plus long que je ne l'avais jamais été. Même si j'étais excité par cette opportunité, mon esprit est allé immédiatement vers ma Corvette. Mon quartier de Chicago avait connu une vague de vols de voitures récemment et l'idée de laisser mon bébé sans surveillance aussi longtemps me rendait nerveuse. Après avoir réfléchi à plusieurs options, j'ai décidé que l'endroit le plus sûr serait la maison de mes parents en banlieue, à Glenview. Ils avaient un grand garage et un quartier calme avec peu de criminalité. Et malgré notre relation compliquée, je leur faisais confiance au moins pour offrir un stockage sûr. Ce jeudi soir, j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents. Papa tondait la pelouse quand je suis arrivé, et il s'est arrêté pour admirer la Corvette pendant que je me garais dans l'allée. C'est toujours une beauté, dit-il en passant sa main sur le capot. Ton grand-père serait fier. Maman apparut à la porte d'entrée, en s'essuyant les mains sur un torchon. Vanessa, quelle surprise. Tu restes dîner? Je lui expliquai à propos du voyage à Tokyo et ma demande de laisser la voiture dans leur garage pendant 3 semaines. Bien sûr, dit papa immédiatement. Nous avons beaucoup de place depuis que Jeter a emporté ses affaires dans son nouvel appartement. Quelle merveilleuse nouvelle pour ton voyage, ajouta maman, même si je pouvais sentir qu'elle ne comprenait pas totalement l'importance de cette opportunité. Mais 3 semaines, c'est long. Ta patronne ne sera pas fâchée si tu viens à la maison le week-end? Je lui expliquai que les affaires internationales ne fonctionnaient pas comme ça et elle sembla finalement comprendre. Pendant que papa m'aidait à rentrer la Corvette dans le garage, je lui donnais des instructions détaillées. Il faut la démarrer 1 fois par semaine et la laisser tourner 15 minutes, mais s'il te plaît, ne la conduis pas. La situation de l'assurance est compliquée. De plus, assure-toi d'utiliser cette housse spécifique, dis-je en lui montrant la housse sur mesure que j'avais apportée. Et quoi qu'il arrive, ne laisse personne d'autre la toucher. Vanessa, je sais comment m'occuper d'une voiture, dit papa, légèrement vexé. Je la traiterai comme si c'était de l'or. Je sais, papa. C'est juste que je m'inquiète. Cette voiture, c'est tout pour moi. Ce soir-là au dîner, Jeter se joignit à nous.
Elle avait récemment été diplômée de l'université et travaillait comme assistante administrative dans une agence de marketing, son premier vrai emploi. Pendant le dîner, elle parla de combien le travail était stressant et de combien elle avait désespérément besoin de vacances. Tous mes amis préparent cette incroyable croisière en Méditerranée, soupira-t-elle de façon dramatique. Mais je ne peux tout simplement pas me le permettre avec mon salaire. La vie est tellement injuste. Je me mordis la langue, me souvenant de mes multiples emplois pendant mes années d'université sans jamais me plaindre. Maman, comme d'habitude, émit des sons de compassion et suggéra que papa pourrait aider à payer le coût. On verra, dit papa sans s'engager. L'argent est serré en ce moment avec la rénovation de la cuisine. Avant de partir, j'appelai James pour finaliser notre plan de sécurité pour la voiture. Nous avions discuté d'échanger nos voitures comme précaution supplémentaire, puisque sa réplique du Stingray ressemblait presque à la mienne mais valait beaucoup moins. Je passerai chez tes parents demain pour faire l'échange, confirma-t-il. Je prendrai bien soin de ton bébé et ils ne se douteront de rien. Tu es le meilleur, lui dis-je. Je t'appellerai quand j'atterrirai à Tokyo. Le lendemain matin, j'embarquai dans mon vol, confiante que ma voiture était entre de bonnes mains. Je ne savais pas que ma planification minutieuse allait déclencher une suite d'événements qui changerait à jamais la dynamique de ma famille. Pendant mes 3 semaines à Tokyo, j'appelais régulièrement à la maison. Maman et papa m'assuraient toujours que tout allait bien, même si, dans les derniers jours de mon voyage, les messages de maman devinrent un peu étranges. Nous avons une grande surprise pour ton retour, m'écrivit-elle, ce que je supposais être un dîner de bienvenue ou quelque chose d'innocent. La présentation à Tokyo fut un énorme succès. Les dirigeants de Patterson furent impressionnés par notre proposition et, à la fin de la 2e semaine, ils avaient signé un contrat de 12 millions de dollars pour notre firme. Lors du dîner de célébration ma dernière nuit au Japon, Véronica insinua fortement qu'une promotion m'attendait à Chicago. Le vice-présidente, ça sonne bien, non, dit-elle avec un sourire complice. J'embarquai dans mon vol de retour en me sentant au sommet du monde. J'avais hâte de rentrer à la maison, de sortir ma Corvette pour une longue balade au bord du lac Michigan et de partager mes bonnes nouvelles avec James et ma famille. Le vol de 13 heures me laissa beaucoup de temps pour rêver de mon retour. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Mon avion atterrit à O'Hare à 14h15 un mardi ensoleillé. Après avoir passé la douane et récupéré mes bagages, je pris un taxi directement vers la maison de mes parents à Glenview. J'étais épuisé par le long vol, mais pleine d'énergie à l'idée de revoir ma chère Corvette. Encore 10 minutes, envoyai-je par texto à James, qui avait promis de me retrouver là-bas pour refaire l'échange de nos voitures. Quand le taxi tourna dans la rue de mes parents, je ressentis un frisson d'excitation. Le chauffeur s'arrêta dans l'allée et fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. La porte du garage était ouverte, révélant la berline de papa et le SUV de maman, mais aucune trace de ma Corvette. Peut-être qu'ils l'ont déplacée, me murmurai-je en payant le chauffeur et en portant ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Maman ouvrit la porte avant que je puisse frapper, m'accueillant avec une étreinte que je rendis à moitié, mon esprit toujours fixé sur la voiture disparue. Bienvenue à la maison, chérie. Comment était ton vol? Bien, répondis-je distraitement. Maman, où est ma voiture? Une étrange expression traversa son visage, un mélange de défense et de quelque chose d'autre que je ne pus identifier. Elle me fit entrer sans répondre. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, lisant un journal. Il leva les yeux quand j'entrai. Son sourire ne touchait pas ses yeux. Papa, où est ma Corvette? Demandai-je directement, un nœud se formant dans mon estomac. Il s'éclaircit la gorge et regarda maman, qui s'affairait à arranger des biscuits sur une assiette comme si c'était un accueil normal. Eh bien, chérie, commença-t-il d'une voix anormalement aiguë. Il s'est passé quelque chose pendant ton absence. Le nœud dans mon estomac se resserra. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est ma voiture? Maman se tourna alors, le menton relevé comme elle le faisait toujours quand elle s'apprêtait à défendre une position indéfendable. Jeter avait besoin d'aide, dit-elle fermement. Une opportunité unique dans sa vie. Je la regardais sans comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma voiture? Grâce à ta voiture, notre fille s'amuse comme jamais, dit maman avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace de mépris. Elle sortit son téléphone et me montra le profil Instagram de Jeter. Là, ma sœur posait sur un bateau de croisière en Méditerranée, cocktail à la main, lunettes de soleil de luxe sur le nez, sans aucun souci au monde. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible.
Vous avez vendu ma voiture? Les mots sortirent comme un murmure, trop choqué pour crier. Maintenant, Vanessa, commença papa sur son ton conciliant. Essaie de comprendre. Jeter passait un moment très difficile au travail. Tous ses amis allaient à cette croisière et elle allait être laissée de côté. Ça aurait été dévastateur pour elle. Alors vous avez vendu ma voiture, criai-je, ma voix montant d'incrédulité. Tu peux toujours acheter une autre voiture, dit maman avec mépris. Tu gagnes bien ta vie. Jeter avait besoin de cette opportunité. Elle devait rencontrer les bonnes personnes, créer des contacts pour sa carrière. Je me sentis comme dans un cauchemar. Mes mains commencèrent à trembler quand l'impact total me frappa. Cette voiture était enregistrée à mon nom. Vous n'aviez aucun droit légal de la vendre. Mes parents échangèrent un regard. Les biens techniquement, marmonna papa, nous avons dit à l'acheteur que tu la vendais et que tu nous avais autorisé à gérer la transaction. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. La pièce sembla légèrement tourner alors que j'essayais de comprendre ce qu'ils avaient fait. Vous avez une idée de ce que cette voiture représentait pour moi? Ma voix se brisa. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un lien avec grand-père. C'était le résultat de 5 ans de sacrifice. Ce n'est qu'une voiture, Vanessa, dit maman, son ton se durcissant. La famille, c'est ce qui compte. Jeter est ta sœur. Elle en avait besoin. Et moi je ne compte pas? Mes sentiments, ma propriété, mes limites? Rien de ça n'a d'importance? Ne sois pas si dramatique, se moqua TL. Maman, tu as toujours été si matérialiste, si obsédée par les choses. Jeter lutte contre la dépression. La croisière a été thérapeutique pour elle. Dépression, répétai-je avec incrédulité. Depuis quand? Elle a été très stressée au travail, offrit papa faiblement. Son patron est exigeant. Je me mis à rire, un son dur, sans aucune joie. Bienvenue dans la vie d'adulte. Moi, j'ai travaillé des semaines de 70 heures pendant 5 ans pour pouvoir payer cette voiture. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vendre vos biens pour me faciliter la vie? C'est différent, dit maman en se mettant sur la défensive. Toi, tu as toujours été la forte. Jeter est sensible, elle a besoin de plus de soutien. Le 2 poids, 2 mesures était tellement flagrant que cela me coupa le souffle. Un instant, je restai là, tremblante de rage et d'incrédulité. Puis une idée me traversa. Combien l'avez-vous vendu, exigeai-je. Nouveau regard gêné entre mes parents. Finalement, papa répondit, 50 000 $. Je haletai. 50 000? Cette voiture valait 85 000. Avez-vous seulement fait une recherche avant de la vendre? L'acheteur a dit que c'était un prix juste, murmura papa. On devait agir vite avant que tu ne reviennes. Cette déclaration, si crue dans sa trahison, me frappa comme un coup de poing. Ils avaient délibérément précipité la vente pour me mettre devant le fait accompli. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. À qui l'avez-vous vendu, demandai-je en essayant de garder ma voix ferme. À un collectionneur de l'Indiana, dit maman vaguement. Je ne me souviens pas de son nom. Mon téléphone vibra avec un message. C'était James. Je viens d'arriver. Où est le Stingray? Et soudain, au milieu de ma colère et de mon cœur brisé, une révélation surgit en moi. Un souvenir déclenché par le texto de James, que le choc de la trahison avait mis de côté. Je commençai à rire doucement, puis plus fort. Même pour moi, le son paraissait étrange, une libération de tension plutôt qu'une vraie joie. Le visage de maman se crispa de confusion et d'agacement. Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans le bonheur de ta sœur, exigea-t-elle. Je pris une grande respiration pour me calmer. Tu veux savoir ce qui est drôle, maman? Vous avez volé et vendu une voiture qui n'était pas la mienne. Papa fronça les sourcils. De quoi tu parles? On t'a vu la conduire ici. Je levai un doigt pour leur dire d'attendre et sortis accueillir James, qui se tenait dans l'allée avec une expression confuse. Après un bref échange, il me suivit à l'intérieur, aussi curieux que moi d'entendre l'explication. Maman, papa, vous vous souvenez de James, hein, dis-je en le désignant. Il hocha la tête brièvement vers eux, le visage prudent. Bien sûr, dit maman avec impatience. Vanessa, qu'est-ce que tu veux dire par « la voiture n'était pas la tienne » Je souris, une étrange sérénité m'envahissant.
La voiture que vous avez vendue n'était pas ma Corvette Stingray de 1969. C'était la réplique de James. La couleur disparut des visages de mes parents tandis que j'expliquais notre arrangement d'échange de voitures pour des raisons de sécurité. Le jour après mon départ pour Tokyo, James était venu comme prévu et avait échangé sa réplique contre ma vraie Corvette. Pour un œil non averti, elle paraissait identique, mais la voiture de James valait environ $30 000, pas 85 000. Donc, comme vous voyez, conclus-je, vous n'avez pas vendu ma voiture. La mienne est en sécurité dans le garage climatisé de James depuis 3 semaines. Ce que vous avez vendu, c'est la voiture de James sans son accord. Mais... balbutia papa. Elle ressemblait exactement à la tienne. C'était le but, dit James en parlant pour la première fois. Elles doivent paraître identiques de l'extérieur. Mais la mienne est une réplique construite en 2004 pour ressembler à une Stingray 69. Celle de Vanessa est un vrai classique, qui vaut presque 3 fois plus. Oh mon Dieu, souffla maman en s'affaissant sur une chaise. Et que avons-nous fait? Vous avez commis une fraude, dis-je fermement. Vous avez vendu une propriété qui n'était ni à vous, ni à moi. Vous avez falsifié des papiers. Vous avez menti à un acheteur. On pourrait aller en prison, dit papa, le visage pâle comme la cendre. Oui, confirma James d'une voix dure. Vous pourriez. Le vol d'une voiture de plus de $10 000 est un crime grave de classe 1 dans l'Illinois. Ajoutez à ça la fraude électronique si vous avez reçu un paiement en ligne. Chaque charge peut donner jusqu'à 15 ans. Maman éclata en sanglots. De grands sanglots dramatiques qui autrefois m'auraient poussé à la consoler. Mais pas aujourd'hui. Comment pouvions-nous savoir que ce n'était pas ta voiture, gémit-elle. Tu nous as trompés. Je ne vous ai pas trompé, la corrigeai-je. J'ai fait confiance à James pour protéger ma voiture parce que je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas faire confiance à ma propre famille. J'avais raison. Tu dois nous aider à arranger ça, supplia papa, paraissant soudain beaucoup plus vieux que ses 60 ans. Nous ne pouvons pas aller en prison. Nous ne savions pas. L'ignorance n'est pas une défense légale, rappela James. Et la loyauté familiale non plus. Vous avez vendu ma voiture sans permission. C'est du vol, tout simplement. Mon téléphone vibra encore, cette fois avec un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. Je parle à Vanessa Miller, demanda une voix d'homme. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Peter Donovan. J'ai récemment acheté une Corvette Stingray 1969 à vos parents en votre nom. Il semble y avoir un problème avec le transfert du titre. Mes yeux croisèrent ceux de mes parents, emplis d'une peur nue. À ce moment-là, je dus prendre une décision. Je pouvais les dénoncer tout de suite, révéler la vérité à cet homme au sujet du vol et de la fraude, ou gagner un peu de temps pour trouver une solution qui rende justice sans détruire totalement ma famille. Monsieur Donovan, dis-je avec soin. En effet, il y a eu un malentendu. Pourriez-vous me rappeler dans 1 heure? J'ai besoin de discuter de certains détails avec mes parents. Il accepta et je raccrochai, me tournant vers les visages angoissés qui me fixaient. C'était votre acheteur, leur annonçai-je. Il a des problèmes avec le transfert du titre. Probablement parce que la voiture est enregistrée au nom de James, pas au mien. Alors maintenant, il faut qu'on prenne une décision. S'il te plaît, Vanessa, implora maman, le maquillage coulant avec ses larmes. Aide-nous. On n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Sauf à moi, soulignai-je. Vous étiez parfaitement prêt à me faire du mal. On pensait que tu comprendrais, dit papa faiblement. La famille est de la famille. Ah oui, demandai-je, ma voix chargée de sarcasme. Alors je suppose qu'il est temps que vous aidiez James, puisque c'est à lui que vous avez volé. Mes parents regardèrent James avec une nouvelle peur dans les yeux, réalisant soudain que leur sort dépendait non seulement de moi, mais aussi de lui. Que veux-tu qu'on fasse? Demanda papa directement. James croisa les bras, le visage sévère. D'abord, je veux savoir exactement qui a ma voiture et combien il a payé. Ensuite, on pourra voir comment arranger ça. Pendant que mes parents cherchaient maladroitement les informations de l'acheteur, je sortis avec James pour parler en privé. Debout dans l'allée où ma Corvette aurait dû être, nous discutâmes à voix basse de nos options. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, dit-il en secouant la tête. Tes propres parents. Crois-le, répondis-je sombrement.
Ils ont toujours favorisé Jeter. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Tu veux porter plainte? On pourrait. On gagnerait, dit James. Je soupirai profondément. Je ne veux pas que mes parents aillent en prison, mais je ne veux pas non plus qu'ils s'en sortent comme ça. Ils doivent comprendre qu'il y a des conséquences. James hocha la tête en prenant ma main. On va régler ça ensemble. Quand nous revînmes à l'intérieur, mes parents étaient penchés sur le téléphone de papa, ayant retrouvé les coordonnées de l'acheteur et le contrat de vente. La réalité de leur situation s'installait clairement sur leurs visages inquiets. On a tout retrouvé, dit papa en tendant un dossier avec des mains tremblantes. Tous les papiers de la vente. Je pris le dossier sans un mot et commençai à examiner les documents avec James. La situation était encore pire que je ne l'avais imaginé. Non seulement ils avaient falsifié ma signature sur plusieurs papiers, mais ils avaient aussi fabriqué une facture de vente avec un faux numéro de châssis. C'est un désastre total, murmura James. Ils ont créé des documents frauduleux qui ne correspondent même pas à l'identification réelle de la voiture. Ma mère recommença à sangloter. Nous ne savons rien aux voitures ni au numéro de châssis. Nous voulions juste aider Jeter. Eh bien, félicitations, dis-je froidement. Vous avez réussi à commettre plusieurs crimes graves, vendre une voiture qui ne vous appartenait pas, et potentiellement ruiner votre relation avec votre fille. Tout ça pour envoyer Jeter en croisière, un voyage qu'elle n'a pas mérité et qu'elle ne pouvait pas se payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda papa, la voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Je regardai James, puis mes parents. On va rappeler Monsieur Donovan et vous allez lui dire exactement ce que vous avez fait. Après avoir quitté la maison de mes parents, je conduisis directement vers l'appartement de James dans ma véritable Corvette Stingray, qui avait été gardée en sécurité dans son garage, comme prévu. Le ronronnement familier du moteur ne me consola pas vraiment tandis que mon esprit repassait les implications de ce qui venait de se produire. James me suivit avec sa berline, et nous convînmes de nous retrouver pour discuter de nos prochains pas. Assise dans le salon de James, la réalité de la situation commença à s'imposer. Mes parents n'avaient pas seulement trahi ma confiance de la manière la plus fondamentale, ils avaient aussi commis des crimes graves qui pouvaient les conduire en prison. Et quelque part en Méditerranée, ma sœur s'amusait sur une croisière de luxe, heureuse et inconsciente du chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient fait ça, dis-je pour la 10e fois peut-être, en marchant de long en large sur le parquet de James. Mais qui vend la voiture de quelqu'un d'autre? James était assis sur le canapé, son visage un mélange de colère et de souci. Des gens qui croient avoir droit à ce qu'ils veulent, répondit-il. Tes parents ne respectent clairement pas les limites. C'est l'euphémisme du siècle, soufflai-je en m'affalant à côté de lui sur le canapé. Le pire, c'est qu'ils ne semblent même pas comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait est mal. Ils continuent de parler de famille et d'aider Jeter, comme si ça justifiait le vol et la fraude. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'acheteur, ce Donovan? Demanda James. C'est probablement la seule partie innocente dans cette histoire. J'acquiesçai. On doit le rappeler. Je pense qu'on devrait être honnête sur ce qui s'est passé, mais présenter ça comme un malentendu plutôt qu'une fraude directe au moins jusqu'à ce qu'on décide de notre prochain mouvement. Alors que nous en parlions, mon téléphone explosa de notifications. Mes parents avaient appelé et envoyé des messages sans arrêt depuis que nous étions partis de chez eux. J'ignorais la plupart, mais un attira mon attention, un texto de maman disant. Ta tante Sylvia pense que tu es égoïste et ingrate. Oh, génial, gémis-je en montrant le message à James. Il mobilise déjà la famille contre moi. Effectivement, moins d'une heure plus tard, mon téléphone sonna avec un appel de la sœur de ma mère, tante Sylvia. Vanessa Marie, commença-t-elle sans détour, en utilisant mon prénom et deuxième prénom comme elle le faisait toujours avant de me sermonner. Qu'est-ce que j'entends? Que tu menaces d'envoyer tes parents en prison pour une voiture, après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je respirai profondément. Tante Sylvia, avec tout le respect, tu n'as pas toute l'histoire. J'en sais assez. Ta mère est complètement détruite. Il voulait juste aider ta sœur et maintenant tu parles de porter plainte. Quelle sorte de fille ferait ça? Le genre de fille dont les parents ont volé une propriété de 30 000 $, répondis-je calmement. Et même pas ma propriété, mais celle de mon petit ami. Ils ont commis plusieurs crimes graves, tante Sylvia. Ce n'est pas une question d'ingratitude. La famille est de la famille, se moqua tante Sylvia. Tu as toujours été si indépendante, si peu disposée à céder.
Est-ce que ça t'aurait vraiment tué de laisser ta sœur avoir cette seule chose? La conversation continua sur ce ton pendant plusieurs minutes, ma tante restant fermement du côté de mes parents et incapable de comprendre la gravité de ce qu'ils avaient fait. Quand je raccrochais, j'étais furieuse. La famille est de la famille, imitai-je amèrement pour James. Là apparemment, ça ne s'applique que quand on attend que moi je renonce à quelque chose. James serra ma main. Tout le monde ne verra pas ça comme ça. Tu as parlé à l'oncle George, le frère de ton grand-père? Tu as toujours dit qu'il était plus raisonnable. L'oncle George avait été proche de mon grand-père et avait toujours eu un faible pour moi. Quand je l'appelai et lui expliquai la situation, sa réaction fut totalement différente de celle de tante Sylvia. « Ils ont fait quoi » s'exclama-t-il. « Ils ont vendu la voiture de James sans permission ?» Ce n'est pas juste mal, Vanessa. C'est criminel. Tu as tout à fait raison d'être en colère. Son soutien signifia plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Tout le monde semblait penser que je devais pardonner et oublier parce que c'était la famille. La famille, ça ne veut pas dire que tu peux violer la loi, dit fermement l'oncle George. Ou que tu peux piétiner les limites de quelqu'un. Ton grand-père serait horrifié. Après avoir raccroché avec l'oncle George, je me sentis un peu mieux, mais l'épuisement émotionnel de la journée me rattrapait. James suggéra qu'on commande à manger et qu'on essaie de se détendre pour la soirée, en reportant toute décision importante au lendemain. En mangeant du thaï directement dans les boîtes, James me regarda pensivement. « Je peux te demander quelque chose ?» Bien sûr. Si vraiment ils avaient vendu ta vraie Corvette, qu'aurais-tu fait? Je posai ma fourchette, réfléchissant à la question. Honnêtement, j'aurais probablement porté plainte immédiatement. Cette voiture est irremplaçable pour moi. C'est mon lien avec mon grand-père, le résultat d'années de travail et de sacrifices. Je ne crois pas que j'aurais pu leur pardonner ça. Et maintenant? Maintenant, c'est compliqué. Ils ont quand même commis un crime, mais contre toi, pas contre moi. Et même si ce qu'ils ont fait est terrible, je ne sais pas si je veux qu'ils aillent en prison. Ça reste mes parents malgré tout. James hocha lentement la tête. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, moi non plus je ne veux pas que tes parents aillent en prison. Mais ils doivent arranger ça, et ils doivent comprendre qu'il y a des conséquences sérieuses à leurs actes. Nous restâmes éveillés tard, discutant de nos options et essayant de trouver la meilleure voie à suivre. Finalement, nous décidâmes de consulter un avocat avant de prendre une décision finale. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Je me tournais et me retournais dans le lit, mon esprit repassant les événements du jour et luttant avec des émotions contradictoires. D'un côté, j'étais furieuse contre mes parents et je voulais qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. De l'autre, l'idée qu'ils aillent en prison me rendait malade. Le matin arriva trop vite, avec une nouvelle crise. Mes parents débarquèrent à mon appartement sans prévenir, l'air fatigué et désespéré. « Vanessa, s'il te plaît », supplia maman quand je l'ai laissé entrer à contre-cœur. « Tu dois nous aider. On ne peut plus dormir, on ne peut plus manger, on est terrifié. Vous auriez dû penser aux conséquences avant de vendre une voiture qui ne vous appartenait pas, dis-je impassible devant leur détresse. On sait qu'on a fait une terrible erreur, dit papa d'une voix brisée. On fera n'importe quoi pour arranger ça. N'importe quoi. Je regardais leurs visages anxieux, sentant un mélange complexe de colère, de pitié et d'épuisement. Ce n'est pas si simple. Ce que vous avez fait n'était pas seulement mal, c'était illégal. Et ça ne dépend pas seulement de moi. La voiture que vous avez vendue appartenait à James, pas à moi. On lui rendra l'argent, dit maman rapidement. Chaque centime. Et d'où allez-vous sortir 30 000 $, demandai-je avec scepticisme. Tu viens de me dire que l'argent était serré à cause de la rénovation de la cuisine. Ils échangèrent un regard. On trouvera, dit papa. On prendra un prêt sur la maison si nécessaire, peu importe. Je soupirai lourdement. Écoutez, nous allons rencontrer une amie avocate cet après-midi pour discuter des options. Jusque-là, je n'ai rien d'autre à vous dire. S'il te plaît, Vanessa, supplia maman. Et dis-nous au moins que tu ne porteras pas plainte. Nous ne pouvons pas aller en prison. Simplement, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas une promesse que je puisse faire maintenant, dis-je fermement. Vous devez partir. Je vous appellerai après avoir parlé avec l'avocate. En refermant la porte derrière eux, je m'appuyai contre elle, soudainement épuisé malgré leur encore matinale.
Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que ma relation avec mes parents ne serait plus jamais la même. À 14 heures, James et moi étions assis dans le bureau élégant du centre-ville d'Alicia Ramirez, une amie avocate spécialisée en droit pénal. J'avais rencontré Alicia lors d'un gala caritatif d'entreprise 2 ans plus tôt et nous étions restés en contact. Quand je l'ai appelée ce matin-là pour lui expliquer la situation, elle avait immédiatement proposé de nous recevoir. « Laissez-moi être sûr d'avoir bien compris », dit Alicia en relisant ses notes. « Tes parents ont vendu la voiture de James sans permission, falsifié des documents, y compris une facture avec ta signature, fourni un faux numéro de châssis à l'acheteur, et utilisé l'argent pour financer les vacances de ta sœur. » C'est exact ? Oui, confirmai-je. C'est exactement ça. Alicia s'adossa à son siège, le visage grave. Je ne vais pas vous ménager. Ce qu'ils ont fait constitue au minimum du vol de voiture et de la fraude électronique. Chaque accusation peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Étant donné leur âge et leur absence d'antécédents judiciaires, ils pourraient obtenir une peine plus clémente. Mais la prison est bel et bien sur la table si des charges sont déposées. James et moi échangeâmes un regard inquiet. Malgré ma colère, l'idée de mes parents en prison était difficile à imaginer. « Quelles sont nos options ?» demandai-je. « Vous en avez plusieurs », expliqua Alicia. 1. Déposer une plainte pénale et laisser la justice suivre son cours. 2. Engager une action civile et les poursuivre pour la valeur de la voiture plus dommages et intérêts. 3. Tenter de régler ça en privé, hors du système judiciaire. Que signifierait la troisième option, demanda James. Et essentiellement créer un accord légalement contraignant dans lequel tes parents verseraient une compensation financière et respecteraient d'autres conditions que vous jugeriez appropriées. Cela n'effacerait pas leur responsabilité pénale, mais sans plainte officielle, il est peu probable que les autorités enquêtent. Et l'acheteur ? Demandai-je. Monsieur Donovan est une partie innocente. Il a payé pour une voiture vendue frauduleusement. Alicia hocha la tête. Ça complique les choses. La solution la plus simple serait d'annuler totalement la transaction, lui rendre son argent, récupérer la voiture. Mais ça signifie que tes parents doivent réunir $50 000 immédiatement. Ils ont parlé d'un prêt hypothécaire, dis-je. Ça pourrait fonctionner, mais il faut agir vite. Plus la situation traîne, plus Monsieur Donovan risque de découvrir la fraude et d'aller voir les autorités. Après avoir discuté des détails, James et moi quittâmes le bureau d'Alicia avec un plan clair, essayer de régler l'affaire en privé, en commençant par contacter Monsieur Donovan et être honnête sur ce qui s'était passé. Je pense qu'on devrait le rencontrer en personne, suggéra James en marchant vers nos voitures. Ce n'est pas une conversation à avoir au téléphone. J'approuvai. Nous appelâmes Monsieur Donovan pour fixer un rendez-vous le lendemain dans un café à mi-chemin entre Chicago et Indianapolis. Ensuite, nous nous concentrâmes sur ma sœur. Gitter postait chaque jour des photos de sa croisière en Méditerranée, exhibant ses vacances de luxe sans se soucier du chaos laissé derrière elle. Après plusieurs tentatives, je réussis enfin à la joindre via le téléphone satellite du bateau. « Vanessa », répondit-elle avec de la musique et des rires en arrière-plan. « Pourquoi tu appelles ? Il y a un problème ? » « Oui, Gitter, un problème très grave », répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Maman et papa ont vendu une voiture pour payer ta croisière. Une voiture qui ne leur appartenait pas. Il y eut une pause. Puis Gitter éclata de rire. Oh, ce n'est que ça ? Je croyais que quelqu'un était malade ou quelque chose. Écoute, je sais que tu es probablement fâché parce qu'ils ont vendu ta précieuse voiture, mais tu pourras toujours en acheter une autre. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Son mépris fit bouillir mon sang. Ce n'était pas ma voiture qu'ils ont vendue, Gitter. C'était celle de James. Ce qu'ils ont fait est illégal. Ils risquent la prison. Cela capta enfin son attention. La prison ? Ne sois pas ridicule. À commettre une fraude, voler, ce sont des crimes, Gitter. Grave. Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda-t-elle, sa voix perdant son ton désinvolte pour laisser place à l'inquiétude. Je veux dire que tu dois rentrer à la maison tout de suite. Ton aventure méditerranéenne est terminée. Mais la croisière dure encore une semaine. Alors descends au prochain port et prends un vol. Ce n'est pas optionnel, Gitter. Tu dois participer à la solution du désastre que tu as aidé à créer. Je n'ai créé aucun désastre.
Je ne leur ai pas demandé de vendre une voiture. Non, mais maman dit que tu n'arrêtais pas de répéter combien tu avais désespérément besoin de cette croisière, combien tu étais déprimé à l'idée de la rater. Un silence révélateur suivit. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Rentre, Gitter. Je t'enverrai par texto les détails de ce qui se passe et tu ferais mieux d'être prête à contribuer au plan de remboursement. Le lendemain, James et moi rencontrâmes Peter Donovan, un passionné de voitures classiques d'âge moyen, celui qui avait acheté la réplique de James. Il fut compréhensiblement furieux quand nous lui expliquâmes la situation. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit-il, le visage rouge. J'ai acheté une voiture volée avec de faux papiers. Techniquement, oui, admis-je. Même si mes parents croiraient avoir eu mon autorisation. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'autorisation, s'emporta Monsieur Donovan. J'ai dépensé 50 000 $ pour cette voiture. Je l'ai déjà immatriculée à mon nom. Je l'ai assurée. C'est un désastre. On comprend, dit James calmement. Et on veut arranger ça. Nous sommes prêts à vous offrir un remboursement complet des 50 000 $, plus 5 000 $ supplémentaires pour les désagréments et toutes les dépenses encourues. Monsieur Donovan sembla légèrement apaisé par cette offre. Et la voiture? Nous aurions besoin que vous la rendiez, expliquai-je. Légalement, elle appartient à James. Après quelques négociations, Monsieur Donovan accepta nos conditions à la seule condition que l'argent soit transféré sur son compte avant qu'il ne livre la voiture. Il ne restait plus qu'à mes parents de trouver 55 000 $. Quand nous leur présentâmes cette solution, ils furent à la fois soulagés et horrifiés. 55 000, répéta maman, consternée. Où veux-tu qu'on trouve autant d'argent? Vous aviez parlé d'un prêt hypothécaire, leur rappelai-je. Où vous pourriez vendre quelques placements. Ce n'est pas mon problème, maman. C'est le vôtre. Vous avez créé cette situation. Mais nous n'avons pas autant d'équité dans la maison, protesta papa. Le marché est bas et avec les coûts de la rénovation de la cuisine. Alors je vous suggère de chercher d'autres options, dit James fermement, parce qu'en ce moment, c'est la seule chose qui vous sépare de possibles accusations criminelles. Peut-être qu'on pourrait réunir 40 000, proposa papa après une discussion à voix basse avec maman. Mais pas 55 000. James secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. La somme totale doit être remboursée, plus une compensation pour mon temps et mon stress. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, peut-être que Gitter devrait contribuer, puisqu'elle a profité du vol. Gitter, maman parut choquée par la suggestion. Mais elle vient juste de commencer sa carrière. Elle gagne à peine assez pour payer son loyer. Alors elle n'aurait pas dû partir en croisière en Méditerranée, non, fis-je remarquer. Les actes ont des conséquences, maman. Pour tout le monde, pas seulement pour moi. Il fallut encore 2 jours de négociations tendues, mais finalement un plan prit forme. Mes parents contracteraient un prêt hypothécaire de 40 000 $. Gitter, revenu à contre-cœur de sa croisière avant la fin, contribuerait avec 10 000 $ de ses économies et économies que je soupçonnais largement alimentées par mes parents au fil des ans. Et maman vendrait sa coûteuse collection de bijoux pour couvrir les 5 000 $ restants. James insista sur une condition supplémentaire, une excuse formelle écrite, reconnaissant ce qu'ils avaient fait et promettant de ne plus jamais toucher à nos biens ni prendre de décision à leur sujet. Le document devait être signé et notarié, ajoutant une protection supplémentaire en cas de récidive. Mes parents s'opposèrent d'abord à cette exigence. Des excuses, d'accord, dit maman. Mais un document notarié, c'est extrême. Pas aussi extrême que la prison, répliqua James. Ce n'est pas négociable. Sans autre choix, ils acceptèrent finalement toutes nos conditions. Alicia rédigea les documents nécessaires, y compris un accord de règlement spécifiant la restitution financière et un calendrier de paiement. La partie la plus difficile fut la réunion familiale dans mon appartement. Gitter, maintenant forcé de faire face aux conséquences de ses actes, oscillait entre colère défensive et plainte en larmes. « Pourquoi me punit-on, moi » exigea-t-elle. « Je n'ai pas vendu la voiture. »« Non, tu as seulement manipulé maman et papa pour qu'ils financent des vacances de luxe que tu ne pouvais pas t'offrir, répondis-je. Tu as 24 ans, Gitter. Tu es adulte. Il est temps de commencer à agir comme tel. Ce n'est pas juste. Tu as toujours été jalouse de moi parce que maman et papa m'aiment plus. La pièce devint silencieuse après son éclat.
Même nos parents semblaient choqués. C'est ce que tu crois, demandai-je doucement. Et qu'ils t'aiment plus? Eh bien, ils m'ont toujours donné plus, dit-elle d'une voix plus faible. Ils m'ont toujours protégé, facilité la vie. Les regarde où ça t'a mené, répondis-je sans méchanceté. Tu as 24 ans et tu n'arrives pas à t'assumer. Tu les manipules pour qu'ils te sauvent chaque fois que la vie devient difficile. Ce n'est pas de l'amour, Jeter. C'est de la complaisance. Maman commença à protester, mais papa posa une main sur son bras pour l'arrêter. Pour la première fois, il semblait écouter vraiment. Vanessa a raison, dit-il lentement. Nous ne t'avons pas rendu service, Jeter. Nous pensions te protéger, mais en fait nous t'avons empêché d'apprendre à te débrouiller seul. Ce soutien inattendu de mon père changea le ton de la conversation. Pendant plusieurs heures, nous eûmes la discussion la plus honnête que notre famille ait jamais connue. Il y eut des larmes, des reproches et des aveux douloureux, mais au final, quelque chose avait changé. C'était comme si une vieille plaie infectée avait enfin été ouverte, permettant le début d'une véritable guérison. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. Mes parents obtinrent leur prêt hypothécaire. Jeter transféra à contre-cœur sa part depuis son compte épargne. Maman vendit plusieurs bijoux dans une boutique de consignation. Et James et moi coordonnâmes avec Monsieur Donovan pour finaliser l'échange de la voiture. Le jour où mes parents rencontrèrent James pour lui présenter des excuses formelles fut tendu, mais nécessaire. Maman, toujours si fière, avait du mal à prononcer les mots. Nous sommes vraiment désolés, James, finit par dire papa, voyant que maman n'y arrivait pas. Ce que nous avons fait était mal, illégal et irrespectueux. Nous avons trahi ta confiance et celle de Vanessa. Nous n'avons aucune excuse. James accepta leurs excuses avec dignité, même si je savais qu'il lui faudrait du temps pour vraiment leur pardonner. Le document notarié fut signé. L'argent fut transféré à Monsieur Donovan. Et la voiture de James lui fut restituée, heureusement sans dommage. En repartant du bureau de l'avocat avec la réplique de James récupérée, je sentis un poids se lever de mes épaules. La situation n'était pas résolue parfaitement, et les séquelles émotionnelles allaient durer, mais la crise immédiate avait été évitée. Merci, dis-je à James en lui prenant la main à travers la console. Merci d'avoir été si compréhensif pendant tout ça. Il serra ma main. C'est ce que font les partenaires. On affronte les épreuves ensemble. En regardant dans le rétroviseur la Corvette rouge familière, désormais en sécurité avec James, je me permis d'espérer que peut-être quelque chose de bon pouvait naître de cette douloureuse expérience. Après tout, un mois après la crise de la voiture, je me retrouvais assise à la table de la salle à manger de mes parents pour un dîner en famille. L'atmosphère était différente d'avant l'incident, un mélange d'optimisme prudent et de tension persistante, reflet de notre nouvelle réalité. Papa posa un plat de poulet grillé sur la table, ses mains couvertes de callosité après les travaux de construction du week-end qu'il avait pris pour aider à payer le prêt hypothécaire. Maman le suivit avec un saladier. Ses ongles, autrefois soignés, étaient désormais courts et simples. Ses bagues en diamant avaient disparu, vendues pour aider à rembourser. Jeter dit qu'elle arrive dans 10 minutes, annonça maman en consultant son téléphone. À cause du trafic du centre-ville. Ma sœur avait commencé un nouveau travail 2 semaines plus tôt, un poste d'entrée dans une agence de publicité, payé moins que son emploi précédent mais offrant plus d'opportunités d'évolution. À son crédit, elle ne s'était pas plainte une seule fois des matins tôt ou de la charge de travail. James s'assit à mes côtés, invité par mes parents comme un geste de réconciliation. Il avait hésité à accepter, mais je l'avais encouragé. Ils doivent nous voir comme une unité, lui avais-je expliqué. Pour comprendre que te blesser, c'est me blesser aussi. La conversation pendant le dîner fut d'abord forcée, se limitant à des sujets neutres comme la météo et les nouvelles du quartier. Mais peu à peu, des échanges plus sincères émergèrent. J'ai parlé à l'oncle George hier, mentionna papa en se servant une deuxième portion. Il pense vendre sa vieille camionnette pick-up. Il dit qu'il est trop vieux pour l'entretenir. C'est dommage, répondis-je. Cette camionnette est dans la famille depuis toujours. Papa hocha la tête, puis se racla la gorge. Je pensais que peut-être je pourrais la lui racheter, la retaper. Mais tu veux restaurer une camionnette, demandai-je, surprise. Eh bien, je me disais que si tu étais intéressé, on pourrait la restaurer ensemble. Ses yeux croisèrent brièvement les miens avant de se détourner, inhabituellement timide. Je sais que je n'ai jamais montré beaucoup d'intérêt pour ta passion des voitures avant,
mais j'aimerais apprendre, si tu es prête à m'enseigner. L'offre me toucha profondément. Ce n'était pas seulement une question de camionnette, c'était papa qui faisait un effort pour se rapprocher de moi sur mon terrain, pour comprendre quelque chose qui comptait vraiment à mes yeux. J'aimerais beaucoup, répondis-je sincèrement. Maman observa cet échange avec un petit sourire. Au cours du dernier mois, elle avait fait ses propres efforts pour changer. Les séances de thérapie familiale auxquelles nous avions assisté chaque semaine l'avaient aidé à reconnaître son schéma de violation de limites et de favoritisme. « J'ai fait quelque chose pour toi, James, dit-elle en se levant de table et en allant chercher un sac cadeau sur le buffet. Juste un petit geste. James accepta le sac avec curiosité polie et en sortit un document encadré. C'était le titre de propriété de sa réplique de Corvette, accompagné d'une note manuscrite promettant de ne plus jamais interférer avec sa propriété ou la mienne. Je l'ai fait encadrer professionnellement, expliqua maman. Comme un rappel pour moi-même autant qu'un cadeau pour toi. Les limites sont importantes. J'apprends encore. Merci, Diana, dit James en utilisant le prénom de ma mère, comme elle l'Y avait invité récemment. J'apprécie ce geste. La porte d'entrée s'ouvrit et Jeter entra précipitamment, légèrement essoufflé. Désolé du retard. La réunion avec un client a duré plus longtemps et le trafic était infernal. Elle accrocha son manteau et nous rejoignit à table, paraissant d'une certaine façon plus adulte dans sa tenue de travail. Ses cheveux, autrefois méchés, étaient maintenant de leur brun naturel. Le changement le plus frappant, cependant, se trouvait dans son comportement. L'attitude de droit qui caractérisait ses interactions avant l'incident avait disparu. À la place, une nouvelle conscience des autres et de l'impact qu'elle avait sur eux. « Comment s'est passée ta journée, Vanessa ?» demanda-t-elle après avoir salué tout le monde. Avant l'incident de la voiture, elle s'intéressait rarement à ma vie. « Bien, répondis-je. Chargé. Le comte Peterson est exigeant, mais ça avance. C'est celui de Tokyo, non? Celui qui t'a valu la promotion? J'hochai la tête, surprise qu'elle se souvienne de ce détail. Le vice-présidente des comptes internationaux, confirmai-je. Je m'habitue encore à ce titre. C'est vraiment impressionnant, dit-elle. Et pour une fois, il n'y avait ni compétition ni ressentiment dans sa voix, seulement une fierté sincère. Au fil du dîner, je me surpris à observer ma famille avec un regard nouveau. Les changements étaient subtils, mais significatifs. Papa demandant la permission avant de resservir maman. Maman se retenant avant de parler à la place de Jeter. Jeter proposant d'aider à débarrasser sans qu'on le lui demande. De petites choses, peut-être insignifiantes pour un étranger, mais pour moi elles représentaient un changement fondamental dans notre dynamique familiale. L'épreuve douloureuse que nous avions traversée nous avait obligés à confronter des schémas profondément enracinés qui avaient endommagé nos relations. Après le dessert, alors que James et moi nous apprêtions à partir, maman m'attira dans le couloir. Je sais que je l'ai déjà dit, commença-t-elle d'une voix basse et sérieuse. Mais je suis vraiment désolé, Vanessa. Pas seulement pour l'incident de la voiture, mais pour toutes les fois où j'ai ignoré tes sentiments, tes passions, tes limites. J'ai toujours pensé être une bonne mère en vous traitant différemment, toi et Jeter. En te poussant à être forte, en la protégeant elle des difficultés. Maintenant, je vois combien c'était injuste pour vous deux. J'étudiais son visage, remarquant le véritable remords dans ses yeux. Merci de dire ça, maman. Ça compte beaucoup. Tu crois que tu pourras un jour nous pardonner complètement, demanda-t-elle, hésitante. Je réfléchis sérieusement à la question. Je crois que le pardon est un processus, pas un moment unique. J'y travaille. Et vous voir tous faire de vrais efforts aide. Elle hocha la tête, acceptant cette réponse incomplète mais honnête. Pendant que James et moi rentrions à la maison dans ma Corvette, le ronronnement familier du moteur m'apaisa. La voiture avait acquis un nouveau sens pour moi. Elle restait mon lien avec mon grand-père, le symbole de mon travail acharné et de ma persévérance, mais elle était aussi devenue un catalyseur de changements nécessaires dans ma famille. Une confrontation douloureuse, mais finalement guérisseuse, avec des problèmes enfouis depuis longtemps. « À quoi tu penses ?» demanda James en remarquant mon air songeur. Je pensais juste à la façon dont parfois les choses auxquelles on tient le plus peuvent devenir des épreuves de caractère, répondis-je. Cette voiture a révélé des vérités sur ma famille qui ont été difficiles à affronter, mais qui devaient l'être. Tu regrettes quelque chose? La façon dont on a géré les choses? Je secouai la tête.
Ça n'aurait pas été plus simple de les laisser s'en tirer, d'éviter le conflit? Mais ça n'aurait fait que renforcer les mêmes schémas malsains. Ils avaient besoin de vivre de vraies conséquences, et j'avais besoin de rester ferme sur mes limites. Je crois que tu as trouvé un bon équilibre, dit James. Les tenir responsables sans couper la relation. Ça demande de la force et du soutien. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ajoutai-je en serrant sa main. Le lendemain matin, j'emmenai la corvette faire une longue balade au bord du lac Michigan, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais ce jour-là, c'était différent. Alors que le vent soufflait dans mes cheveux et que le soleil brillait sur le capot poli, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La voiture restait un simple objet en métal, caoutchouc et verre, mais ce qu'elle représentait avait évolué. Elle symbolisait désormais non seulement ma connexion au passé, mais aussi mon engagement envers ma propre valeur, mon refus d'être diminué ou ignoré, même par ceux qui prétendent m'aimer. Peut-être que la plus grande leçon de toute cette épreuve était que se défendre ne signifie pas abandonner ceux qu'on aime. Cela signifie les aimer assez pour établir des limites qui permettent le respect mutuel et la croissance. Cela signifie trouver la force de dire « ceci n'est pas acceptable », tout en laissant de la place pour la réconciliation. En revenant vers mon immeuble, je pensais au chemin que notre famille avait commencé à emprunter. Les séances de thérapie, les conversations difficiles, les petites décisions quotidiennes de faire mieux. Rien de tout cela n'avait été facile, mais tout avait été nécessaire. Le chemin devant nous ne serait pas parfaitement lisse. Les vieilles habitudes sont tenaces et il y aurait inévitablement des rechutes et des désaccords. Mais pour la première fois de ma vie adulte, je ressentis de l'espoir pour l'avenir de ma famille, convaincu que nous allions dans la bonne direction. Et ça, plus que n'importe quelle voiture ou possession, était véritablement inestimable. As-tu déjà dû faire face à des proches qui franchissaient tes limites? Comment as-tu trouvé l'équilibre entre les rendre responsables et préserver la relation? Partage ton expérience dans les commentaires et n'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner si cette histoire t'a parlé. Souviens-toi, poser des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour avoir des relations saines. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle t'aidera à naviguer tes propres dynamiques familiales avec courage et compassion.